Il est le président, directeur général de la première agence de notation de l'Afrique francophone, Bloomfield Investment Corporation, dont le siège est basé en Côte d'Ivoire. Stanislas Zézé a une riche expérience en gestion de risques financiers et opérationnels acquise dans des institutions internationales telles que la Banque mondiale. Créée il y a 14 ans précisément, comment se porte aujourd'hui la première agence de notation financière d'Afrique francophone? Au terme de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire prononcée ce jour à Abidjan, comment se porte l'économie nationale, les performances de notre économie, ses forces, ses faiblesses et les opportunités d'investissement? Autant de questions que nous soumettrons à Stanislas Zézé, président, directeur général de Bloomfield Investment Corporation. Stanislas Zézé, bonsoir. Bonsoir, Garcia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Stanislas Zézé est le président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, la première agence de notation financière francophone spécialisée dans l'évaluation du risque crédit et compte dans plusieurs pays d'Afrique francophone et anglophone, mais aussi en France et Angleterre. C'est en 2007, après avoir démissionné de son poste de directeur régional de risque crédit pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre chez Shell Oil Product Africa, que Stanislas Zézé fonde l'entreprise Bloomfield Investment Corporation. À force de travail et d'abnégation, il arrive à la positionner comme une agence de notation financière incontournable, aussi bien sur l'échiquier national qu'international. Dans sa volonté de contribuer au développement économique du continent, il réussit à faire introduire la notation financière obligatoire sur le marché des capitaux de l'UEMOA et à faire institutionnaliser la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire à sa 5e édition cette année, un outil de prise de décision tant pour le secteur public que privé. Diplômé entre autres d'un Master of Public Administration avec une spécialisation en gestion de risques financiers et en planification stratégique pour développement économique, obtenu à l'Université de Michigan, Stanislas Zézé a également étudié les sciences politiques à Eastern Michigan et le droit des affaires à l'Université de Nantes en France. Il développe la grande partie de sa carrière en tant que gestionnaire de risques financiers et opérationnels dans plusieurs institutions de renom aux États-Unis, telles que la Banque mondiale à Washington, la National Bank of Detroit à Michigan, avant d'intégrer la Banque africaine de développement dès son retour sur le continent africain en 2001. Dans son parcours entrepreneurial, Stanislas Zézé, père de 2 enfants, a toujours pu compter sur le soutien de Jeanne Sissoko Zézé, son épouse ingénieur financier et actionnaire administrateur de Bloomfield. Au-delà de sa réussite professionnelle, le financier a à son actif plusieurs distinctions, dont le prix de la gouvernance d'entreprise au leadership en 2014 et reçoit le prix du meilleur financier de l'année par Financial Afrique, le leader de l'information financière en Afrique en 2018. Décoré officier de l'Ordre national par la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire en août 2019, Stanislas Zézé a par ailleurs fait la couverture du magazine Forbes Afrique. Stanislas Zézé, 14 ans après la création de Bloomfield Investment Corporation, vous avez réussi à institutionnaliser, à faire entrer dans les habitudes de la classe économique ivoirienne, la classe dirigeante, les conférences risques pays. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez réussi ou vous êtes en train de réussir à votre pari? Je crois que on a réussi à justement intégrer cette notion de transparence et de bonne gouvernance et aussi instituer la logique de l'intelligence économique. Nous croyons qu'il y a énormément de travail encore à faire, mais nous sommes certainement sur la bonne voie. Parce que quand je vois cette conférence qui monte en puissance et l'importance qu'accordent les autorités des différents pays, les investisseurs nationaux, régionaux, internationaux, à nos rapports et à la conférence, oui, je peux dire que nous sommes sur le bon chemin. Est-ce que c'était un pari facile à relever? Est-ce que il y a 14 ans, quand vous lanciez cette initiative, tout le monde croyait en cela? Non, c'était évidemment, c'était le contraire d'ailleurs. Hein. Tout le monde pensait que ça n'allait pas fonctionner parce que malheureusement, nous avons tendance en Afrique à penser que ce qui est bon, c'est ce qui vient d'ailleurs. Et surtout quand nous sommes dans des domaines assez sophistiqués comme cela. Mais ça ne me pose pas de problème parce qu'en réalité, on n'avait rien prouvé.
il fallait prouver justement qu'on était capable de faire ce qu'on disait qu'on savait faire, et puis démontrer par A plus B à nos contemporains qu'évidemment, c'était ce qu'il fallait faire. Et une agence de notation financière africaine maîtrise mieux l'environnement de risque africain qu'une agence de notation financière internationale. Et nous l'avons démontré à travers une pédagogie assez avancée pendant ces 14 années. Pour les profanes, pour tous ces jeunes Ivoiriens qui nous suivent, qui ne sont pas au fait de la question économique et financière, ça veut dire quoi une agence de notation financière? Le rôle d'une agence de notation financière, c'est d'établir ce qu'on appelle la qualité de crédit. Ça veut dire quoi, la qualité de crédit, ça veut dire votre capacité et votre volonté à faire face à vos obligations financières à court, moyen et long terme. En français plus facile, c'est... En français facile, oui. En français facile, c'est vous empruntez, vous devez rembourser. Donc nous allons évaluer votre capacité à rembourser. Donc cette capacité à rembourser va déterminer si on devrait vous prêter ou pas. Et si on vous prête, à quelles conditions on devrait vous prêter. Donc en fonction de votre crédibilité, l'argent aura un coût. Si vous êtes crédible, l'argent coûtera moins cher. Si vous n'êtes pas crédible, l'argent coûtera plus cher. Le coût, c'est le taux d'intérêt qui vient avec l'argent que vous empruntez. Donc votre crédibilité va déterminer les conditions d'emprunt. Soit on vous prête, soit on ne vous prête pas. Si on vous prête, dans quelles conditions? En d'autres termes, vous évaluez la solvabilité des économies? La solvabilité des entreprises, des pays, des collectivités locales, des produits financiers, des projets, toute une panoplie. Donc nous évaluons dans toutes les catégories de risques. Et il y a 5 catégories de risques, comme je disais. Lesquelles? Souverains, donc les États, entités publiques et collectivités locales, corporate, donc les entités commerciales et industrielles, les institutions financières, banques, assurances, fonds de pension et les instruments financiers. Sur le marché, nous notons le Fonds commun de titrisation des créances, qui est un instrument financier. Alors, beaucoup d'Ivoiriens aussi se demandent, mais quels sont les critères pris en compte pour la notation? Quels sont les éléments que vous évaluez précisément? Nous évaluons tous les paramètres qualitatifs et quantitatifs qui pourraient avoir un impact justement sur la qualité de crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons, si nous prenons un pays par exemple, nous allons regarder la performance macroéconomique de ce pays, le système financier de ce pays, la gestion des finances publiques. Nous allons regarder la qualité des dirigeants, nous allons regarder l'environnement des affaires, et nous allons regarder tous ces paramètres qui pourraient avoir un impact sur comment ce pays est capable de générer du cash pour faire face à ses obligations financières. Et justement, la Côte d'Ivoire s'en sort avec une note globale de 5,6 sur 10 en 2021. C'est une information que vous avez donnée aujourd'hui même, contre 5,7 sur 10 en 2020, l'année dernière. Qu'est-ce qui explique cela? Ça veut dire quoi? Est-ce un constat alarmant? Non, pas du tout. En réalité, si vous voulez, cette note sur 10 détermine différentes étapes en termes d'évaluation de l'environnement des affaires. Entre 0 et 2, vous êtes dans une logique de risque systémique. Et nous ne conseillons pas aux gens d'investir dans les pays qui sont dans cette catégorie-là. Entre 2 et 4, vous êtes dans des risques avérés. Mais évidemment, des mesures peuvent être mises en place pour vous permettre d'investir. Entre 4 et 6, nous sommes dans les risques modérés. Et donc, il n'y a pas de frein à l'investissement. Entre 6 et 8, nous sommes dans les risques faibles. Donc, nous encourageons l'investissement. Et entre 8 et 10, nous sommes dans des risques très faibles. Évidemment, nous encourageons fortement l'investissement. La Côte d'Ivoire est dans la catégorie des risques modérés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de frein à l'investissement. Et dans le déroulé ce matin, nous avons bien expliqué que la Côte d'Ivoire est un des pays qui a été le plus résilient sur le plan économique en termes de conséquences de cette pandémie. Si vous prenez l'UEMOA, tous les pays, à part la Côte d'Ivoire et le Bénin, ont été en récession. Donc la Côte d'Ivoire et le Bénin ont eu des taux de croissance positifs. La Côte d'Ivoire 1,8, le Bénin à 2%. Mais en termes réels, la Côte d'Ivoire finalement est plus performante parce qu'elle a fermé son économie à un moment donné et elle est quand même sortie à 1,8 pendant que le Bénin n'a pas fermé son économie du tout et sort à 2 points. Donc concrètement, c'est un pays résilient. Évidemment, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que cette résilience est une résilience à court terme ou une résilience qui peut être estimée à moyen et long terme? Et c'était ça la question justement des débats ce matin.
Et nous avons discuté de comment la Côte d'Ivoire pourrait renforcer cette résilience-là, justement, pour pouvoir absorber des chocs à plus long terme. Mais justement, ça a été le cœur de vos échanges ce matin. Est-ce que la Côte d'Ivoire a une résilience à court terme ou moyen ou long terme? Aujourd'hui, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire a une résilience à court terme parce qu'il s'agit de 2020. La pandémie a commencé en 2020. Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt pour évaluer toutes les conséquences économiques de cette pandémie. Pour l'instant, nous avons constaté que la Côte d'Ivoire a pu absorber ce choc. Et le premier trimestre 2021 nous montre bien qu'il y a une remontée, donc une sortie progressive de la crise. Maintenant, il s'agissait de discuter qu'est-ce qui permettait à la Côte d'Ivoire de sortir de cette crise progressivement et comment la Côte d'Ivoire rentrerait dans cette réflexion de repenser le modèle économique afin de rendre cette économie beaucoup plus résiliente et beaucoup plus à un niveau d'autosuffisance. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça le plus important. Vous avez une crise comme celle-là, où on ferme les frontières. Vous êtes un pays qui ne produit pas des produits finis et que vous êtes obligé d'importer. Quand les frontières sont fermées, évidemment, qu'est-ce que vous faites? Donc aujourd'hui, c'est de dire, il est important que la Côte d'Ivoire rentre dans cette logique de transformation, de sorte à arriver à un niveau où elle crée la valeur sur place avec ses matières premières, produit des produits finis et devient autosuffisant. La transformation, l'industrialisation, on va en parler un peu plus loin dans cette interview. Pourquoi il est finalement important pour un pays de se faire noter, faire évaluer son économie? Parce que ça le rend crédible? Déjà, tous les pays empruntent. Même si nous considérons que l'emprunt ne devrait pas être la première source de revenus d'un pays, mais plutôt ses ressources propres. L'emprunt devient une ressource complémentaire. Donc évidemment, quand vous voulez emprunter, il faut monter patte blanche. Et la notation financière va vous permettre justement de monter patte blanche. Donc vous allez établir votre crédibilité et en fonction de votre crédibilité, vous allez accéder à un certain nombre de marchés domestiques, régionaux, internationaux. Et en fonction de votre note, évidemment, le coût de l'argent va dépendre de la note que vous obtenez. Lors de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire, tenue ce jeudi même, vous avez mis en évidence les perspectives, les forces, les faiblesses et les opportunités d'investissement du pays. Déjà, quelles sont nos forces? La Côte d'Ivoire est une économie diversifiée. Évidemment, je crois que c'est une de ses capacités qui a permis, ou de ses caractéristiques qui a permis cette résilience. Donc cette diversification fait que chaque secteur d'activité dans ce pays est une opportunité. Et ça, c'est une très bonne chose. Certains secteurs sont plus développés que d'autres, mais tous les secteurs sont finalement une priorité. Et si tous ces secteurs sont une priorité, donc c'est une opportunité pour les investisseurs d'investir avec des retours sur investissement assez importants. Parce que finalement, il y a beaucoup de choses à faire. Un autre avantage, c'est évidemment la gestion de la dette. Il y a quand même si nous avons quelques inquiétudes sur le poids de la dette et la structuration de la dette, je pense que la dette, quand même, est soutenable. Elle est soutenable. Ça veut dire quoi, en français facile, la dette est soutenable? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire arrive... On n'a pas franchi le Rubicon, la ligne rouge? Non. Si vous regardez la dette, vous verrez, il y a plusieurs critères qu'il faut regarder. Le premier critère, c'est le stock de la dette sur la richesse créée, qui aujourd'hui avoisine les 48%. La moyenne, donc le benchmark, à ne pas dépasser, en réalité, établi par l'UEMOA, c'est 70%. Donc on est bien loin des 70%. Oui, mais sauf que ce critère n'est pas forcément un critère pertinent. Il y a d'autres critères. Le critère le plus pertinent, c'est le service de la dette. Et le service de la dette, par contre, nous inquiète un peu. Parce que en 2020, il était à 51%, mais à 51% parce qu'il y a eu le moratoire du FMI qui a permis de repousser les paiements. En 2019, il représentait 88% des recettes fiscales. Évidemment, c'est un chiffre très élevé, parce que ça met la Côte d'Ivoire dans une position où elle est obligée d'emprunter pour rembourser ou pour boucler son budget. Donc, la structure de la dette nous inquiète un peu aussi, parce que 64% de la dette ivoirienne est libellée en devises étrangères. Et ça, c'est un problème? C'est un problème parce que ça expose la Côte d'Ivoire à la devise étrangère, alors que le niveau de réserve des devises
de l'UEMOA n'est pas très, enfin, est bas, même s'il a évolué de façon considérable ces dernières années, mais reste bas. Donc, c'est que veut dire que la Côte d'Ivoire est exposée à justement des risques éventuels à un moment donné de défaut si il n'y a pas de devises suffisantes. Et c'est ce qui est arrivé dans les années 80 où les pays se sont retrouvés dans ces situations de pays pauvres très endettés parce que justement trop exposés aux devises étrangères. Nous encourageons les pays africains à emprunter dans leurs propres devises et donc réduire ce risque d'exposition. Il est très important de comprendre que votre créancier fait la différence dans le système d'endettement. Vous prenez un pays comme le Japon, dont la dette est à 200% du PIB, donc nettement au-dessus du benchmark, mais 90% de cette dette est vis-à-vis des Japonais. Donc évidemment, la dette, elle est locale. Donc l'exposition est en monnaie locale et vis-à-vis des citoyens japonais. Donc l'exposition est moindre, même si le montant semble colossal. Donc c'est ces petites, si vous voulez, Réglage. ce petit réglage qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir justement avoir une dette qui soit beaucoup plus soutenable et qui permettrait aussi d'avoir une dette qui baissera au fur et à mesure. Et vous qui faites la notation financière des économies africaines, des entreprises, est-ce que vous tenez ce langage de vérité aux décideurs, par exemple? Comment ils le perçoivent? Comment écoutez, certains l'accueillent avec philosophie, d'autres avec un peu plus de réticence et d'autres se braquent. Ce qu'on peut comprendre. Hein, mais, ils ont bien des raisons de se braquer. Je présume. Mais je crois que c'est l'argument qu'on nous donne souvent, c'est que les marchés africains ne sont pas profonds. Mais la profondeur des marchés se travaille. Ce sont des réformes, ce sont des innovations qui vont permettre au marché de s'approfondir. Vous avez plusieurs barrières qui font que les marchés ne sont pas profonds. Mais je crois que la solution, ce n'est pas de se détourner des marchés africains et aller sur les marchés internationaux qui sont beaucoup plus risqués. C'est de réfléchir à des réformes qui permettraient d'approfondir les marchés africains. Vous savez, aujourd'hui, ce que nous pensons qui serait une très bonne chose, c'est d'avoir un marché unique africain, un marché des capitaux. Comment on y arrive? On y arrive en baissant toutes ces barrières. Aujourd'hui, haute barrière. Aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes une entreprise, vous ne pouvez pas emprunter au Nigeria, vous ne pouvez pas emprunter au Ghana, vous ne pouvez pas emprunter au Kenya. Donc toutes ces barrières. Et pourquoi? Il y a une autre barrière, c'est nos monnaies ne sont pas convertibles. Donc évidemment, les échanges sont très difficiles. Parce que le financement d'une économie passe pas seulement par la dette. Ça passe par, comme je disais, les ressources propres. Ça peut passer par avoir plus de marchés. Donc c'est en ça que la ZLECAf est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça permettra d'élargir le marché pour tous les pays africains. Donc il y a plusieurs options qui devraient être utilisées pour éviter que les pays africains continuent à s'endetter à l'extérieur et s'exposer à redevenir, à re-rentrer dans la catégorie des pays pauvres très endettés. Très bien. Stanislas Zézé, l'élaboration du rapport que vous avez produit aujourd'hui prend aussi en compte les paramètres que sont les performances économiques, la gestion des finances publiques, la solidité du système financier et le risque socio-politique. Sur ces agrégats-là, quel est votre commentaire? Écoutez, sur la performance macroéconomique, comme je disais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est une économie résiliente qui a montré sa capacité à absorber les chocs. Sur la dette, sur la gestion financière, la dette, évidemment, le service de la dette commence à être une inquiétude et la structuration de la dette commence à être une inquiétude. Donc c'est quelque chose qui devrait être vu par les pays. Sur le plan sociopolitique, nous avons remarqué ces avancées qui ont été faites par le gouvernement ivoirien pour soulager les populations suite à la Covid et un système politique, enfin un environnement politique qui commence à s'apaiser, même si nous pensons qu'il demeure fragile, il commence à s'apaiser. Certains gestes très forts
posée par ce gouvernement rentre dans une logique d'apaisement. Je pense que les politiciens se parlent entre eux. Même quand ils ne se parlent pas en public, ils se parlent entre eux parce qu'on le sait. Et donc, ils sont certainement dans une logique d'aplanir et d'assainir les choses. Donc, la situation sociopolitique d'un pays est suivie de près par vous, agence de notation financière, c'est très important. C'est même crucial. C'est même crucial. Quand vous avez une crise comme celle que nous avons eue ici post-électorale, évidemment, toute l'économie s'arrête. Donc, si vous voulez, la situation sociopolitique est peut-être même l'essence de la stabilité d'un pays et l'essence si vous voulez, du progrès d'un pays. Si vous n'avez pas de la stabilité sociopolitique, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc, quand les investisseurs regardent le climat des affaires, un des critères les plus importants est la stabilité sociopolitique. La stabilité sociopolitique, c'est aussi, est-ce que vous avez une population qui est heureuse? Est-ce que tu as une population qui se porte bien? Est-ce que vous avez un système de santé qui est suffisamment performant? Est-ce que vous avez un système éducatif qui est performant? Et ça, c'est justement une aussi des faiblesses de la Côte d'Ivoire, parce que figurez-vous que sur le dernier classement en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire vient avant-dernière. Et c'est surprenant parce que ce secteur est une priorité pour ce pays, parce que ce pays consacre une partie importante de son budget à l'éducation. Et donc, on s'est posé la question de qu'est-ce qui pourrait expliquer, après toutes ces années d'investissement massif dans l'éducation, pourquoi les résultats sont aussi faibles. Et on est peut-être arrivé à la conclusion qu'il faut peut-être regarder du côté de la méthodologie. Est-ce que la méthodologie utilisée aujourd'hui pour l'enseignement correspond au type d'étudiants et au type d'élèves que nous avons dans ce pays? Peut-être qu'il faut repenser la méthodologie, il faut repenser la pédagogie et adapter cette pédagogie. Pour aller vers quel modèle? Un modèle qui soit adapté au type d'étudiants que nous avons. Donc ça veut dire qu'il faut regarder quel type d'étudiants nous avons, quels sont, parler avec eux, parler avec les formateurs et voir comment former les formateurs et comment former ceux qui sont les étudiants. Il faudrait qu'il y ait une adéquation entre la méthodologie d'enseignement, d'éducation et ceux qui reçoivent l'éducation. Stanislas Zézé, la question de la répartition des richesses fait débat. Notre taux de croissance est parmi les meilleurs depuis quelques années. Vous l'avez indiqué vous-même. La répartition de la richesse est-elle inclusive? Écoutez, vous savez, quand on parle d'inclusivité, c'est un peu vague. Je crois que, évidemment, avec des taux de croissance aussi élevés, on s'attendrait à une réduction de pauvreté un peu plus rapide. Sauf que 95% de notre économie, de l'économie de la Côte d'Ivoire, est constituée de PME, mais qui ne contribue seulement qu'à 20% de la richesse créée. C'est paradoxal, non? C'est très paradoxal. Comment ça s'explique? Ça peut s'expliquer parce que nous avons des PME qui sont faibles. Pourquoi faibles? Parce qu'elles ont incompétentes ou... Non, pas forcément incompétentes, mais faibles. Elles n'ont peut-être pas l'écosystème nécessaire qui leur permet. C'est la raison pour laquelle la notion de champion, je suis très content que le ministre des Finances ait abordé ça aujourd'hui, qui me disait que c'était une préoccupation de l'État de créer des champions. On va en parler tout à l'heure. Donc, 95% de tissu économie produit 20% de la richesse. Ça devrait être le contraire. Donc vous avez 5% de l'économie qui produisent 80% de la richesse. Et ces entreprises sont des multinationales, des entreprises étrangères qui n'ont pas vocation à réinvestir le bénéfice dans l'économie ivoirienne. Donc ces bénéfices sont rapatriés. Donc évidemment, forcément, ce n'est pas réinvesti pour créer des emplois, pour créer de la richesse. Donc c'est ce qui va expliquer en partie, que justement cette croissance qui ne contribue pas nécessairement à créer des emplois, à créer de la richesse pour les locaux, n'a pas un impact significatif sur la réduction de la pauvreté. Quoique, ça a eu quand même un impact, parce que je crois que avant 2010, on était à 51% de pauvres, aujourd'hui à 39%. Donc il y a quand même 1200 points de base qui ont été gagnés, mais ça aurait pu être davantage si on avait des PME plus solides qui contribuaient davantage. Donc aujourd'hui, c'est de dire dans la politique de repenser, dans la logique de repenser le modèle économique, c'est de mettre l'accent sur l'économie domestique, donc renforcer les PME. On renforce comment les PME?
c'est tout à fait normal que les PME ivoiriennes soient la priorité de l'État ivoirien. Quand vous êtes américain, on vous dit « American first ». Vous êtes en France, c'est les Français d'abord. Et donc c'est normal que les Ivoiriens soient avant tout le monde, c'est normal. Ce n'est pas une question de xénophobie. Même quand on me dit que notre économie, l'économie de la Côte d'Ivoire est une économie ouverte et libérale, il n'y a pas plus libéraux que les États-Unis. Mais pourtant, vous êtes promoteur d'un protectionnisme? Pas un protectionnisme, mais renforcer la capacité de ces PME. Créer un environnement qui permet aux PME locales de devenir solides. Et prioritaire. Prioritaire dans un certain nombre de secteurs d'activité. Et c'est comme ça que ça se passe partout. Et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas contre les autres, mais c'est pour les gens du pays. Et une économie domestique solide protège le pays. En cas de choc, quand tout le monde part, ce sont les domestiques qui restent. Et c'est très important d'avoir une économie domestique qui soit solide avec les sociétés locales. Donc, je crois que dans cette logique de repenser l'économie, ce serait une très bonne chose que les autorités ivoiriennes mettent l'accent sur le renforcement de la capacité des PME. On parle beaucoup de financement. Le financement, ce n'est pas le problème essentiel. Quel est le problème essentiel? Le problème essentiel, c'est la capacité de ces PME, justement, de pouvoir délivrer dans leur mission, leur capacité à pouvoir absorber les fonds qu'elles demandent. Vous pouvez donner autant de milliards que vous voulez à une PME qui ne peut pas l'absorber, le résultat sera nul. Donc il est important de repenser la logique d'assistante et d'aide aux PME, passer plutôt par une logique. Une PME qui est structurée, qui est performante, qui délivre, n'a pas besoin qu'on lui tienne la main pour avoir des financements. Ça se fait systématiquement. Les investisseurs, donc les banques, les fonds d'investissement, recherchent les bons profils de crédit. Donc, ce gouvernement devait faire en sorte, ou c'est dans sa réflexion pour renforcer les capacités des PME, de se dire l'objectif, c'est d'avoir des bonnes PME, des PME solides, des PME crédibles, qui sont capables elles-mêmes de se trouver des financements, et capables de créer de la richesse, et capables de créer de la valeur. Alors, tout à l'heure, vous parliez des champions nationaux. C'est une notion qui revient depuis ces dernières années sur toutes les lèvres presque. Comment on fabrique des champions nationaux? Écoutez, on fabrique des champions nationaux à partir des gens qui sont déjà établis. Parce qu'en réalité, vous venez, si vous voulez, améliorer quelque chose qui existe déjà. C'est très difficile de créer un champion national de rien du tout. Donc des gens qui ont fait leurs preuves, vous identifiez, comme l'a fait le président nigérian au Nigeria, vous identifiez un certain nombre. Vous pouvez identifier 50, 100, ça dépend de vous, et mettre en place un écosystème qui leur permet justement de grossir rapidement. Et d'être compétitif à l'étranger notamment. Compétitif à l'étranger, mais d'être capable de financer l'économie. Vous prenez le Nigeria, par exemple, vous avez un Dangote, si l'État émet une obligation, Dangote peut contribuer de façon significative. À un moment donné, c'est important d'avoir tous ces champions-là qui permettent non seulement de rehausser la diplomatie économique, donc compétitive, et rehausser l'image, mais financer l'économie. Parce que vous savez, quand vous prenez par exemple les fonds d'investissement que nous avons en Afrique aujourd'hui ne sont pas des fonds d'investissement qui sont dimensionnés pour les PME, alors que nous avons des problématiques de PME. Ces champions pourraient créer des fonds d'investissement, investir dans des fonds d'investissement qui auront pour vocation de financer les PME. Les PME ont des besoins qui partent entre, on va dire, des PME bien constituées en 50 millions de francs CFA et 1 milliard. Les fonds d'investissement qui proposent des 10 milliards, des 20 milliards de coupons, ce n'est pas adapté à cette économie. Donc il faut avoir des fonds d'investissement dans lesquels peuvent contribuer des entités qui ont déjà atteint une certaine taille et créer ces fonds d'investissement avec l'argent des Africains qui pourraient financer les économies africaines. Très bien, Stanislas Zézé, à présent vous allez répondre aux questions de nos internautes. La première question avec le concours de la réalisation nous vient de Tenki Wenki qui dit « Les banques ivoiriennes fonctionnent comme le porte-monnaie des usagers sans plus ». Quel est votre commentaire? Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Moi aussi. Les banques ivoiriennes, je relis, peut-être que vous comprendrez, les banques ivoiriennes fonctionnent comme le porte-monnaie des usagers
sans plus. J'ai bien l'impression que... je comprends. Je pense qu'il veut dire que ce sont justement des caisses de dépôt. C'est cela. Il n'y a pas d'assistance plus poussée. Je crois que, et je crois que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que les banques sont devenues très prudentes, mais en réalité, il faut que les entrepreneurs, il faut que les PME comprennent qu'on prête à celui qui peut rembourser. On prête à celui qui représente un intérêt. C'est-à-dire que je vous prête parce que je sais que j'aurai un bon retour sur investissement, mais surtout que vous allez rembourser. On ne prête pas aux riches, on prête à ceux qui peuvent rembourser. Donc, on revient sur la logique de renforcement de capacité, avoir des PME solides qui peuvent emprunter. Les banques, par contre, c'est vrai qu'elles rentrent dans une logique systématique de garantie. Elles demandent systématiquement la garantie aux PME, sans même faire des analyses assez poussées pour déterminer quel est le niveau de garantie. Si la PME a besoin effectivement d'une garantie, quel type de garantie? Parce que la garantie va venir couvrir votre probabilité de défaut, donc votre probabilité de ne pas pouvoir rembourser votre dette. Mais cette analyse doit être faite au préalable. Les banques le faisaient avant, je pense qu'aujourd'hui elles le font de moins en moins, elles demandent systématiquement une garantie. Donc il y a peut-être aussi un effort que les banques doivent faire dans leur logique de financer l'économie, de peut-être adapter leur outil d'évaluation de risque à leur environnement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez des banques de mésofinance qui vont venir justement être entre les banques classiques et les microfinances, où on va prendre en considération ce qu'on a comme élément pour évaluer la qualité de crédit de ces emprunteurs. Très bien. La prochaine question nous dit quel commentaire faites-vous sur l'ECO, la future monnaie africaine? Une question de Bakary Koné. Écoutez, vous ne pouviez pas échapper à cette question, évidemment. Oui, même pas grand-chose. Hein. Je veux dire, il n'y a pas grand changement. Donc, évidemment, on attendra de voir l'évolution de cette monnaie pour pouvoir se prononcer. Pour l'instant, il n'y a pas grand changement entre le CFA et l'ECO, tel que présenté. Donc, évidemment, il me semble qu'il y a aussi une logique... il y a un projet de la CEDEAO pour un autre type de co. Donc, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Très bien. Il y a un de nos internautes qui nous dit là en direct que doit faire la Côte d'Ivoire pour atteindre à nouveau le boom économique des années 70. Est-ce que c'est pas utopique? Non, mais il ne s'agit pas... le boom économique... Une question de Sylvestre à ça. Non, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit entrer dans une logique de long terme. C'est-à-dire que, pas juste un boom, mais de long terme. De construire des fondamentaux très solides. Aujourd'hui, nous parlons de repenser totalement le modèle économique. Rentrer dans une logique de transformation, d'industrialisation, pour devenir une économie solide. C'est ça qu'il s'agit. Et c'est une question de survie. Ce n'est même pas une question de mode. Quels sont les pas à franchir pour devenir une nation industrialisée? Je crois que toutes les nations le savent. Ce matin, le ministre des Finances nous a dit que dans le PND 2021-2025, il est clairement spécifié, qui est en finalisation, clairement spécifié les différentes étapes que la Côte d'Ivoire prendra pour justement transformer son économie. Donc, c'est transformer ses matières premières en produits finis, tout simplement, créer de la valeur et, si vous voulez, garder toute la chaîne de valeur ici. Vous avez du cacao, au lieu de l'exporter brut, c'est de le transformer jusqu'à avoir des produits cosmétiques que vous transformez, que vous exportez, transformer jusqu'au chocolat que vous exportez. Vous avez des l'EVA, c'est transformer jusqu'à des produits finis comme le pneu, par exemple, que vous allez exporter au lieu d'exporter de l'EVA et ensuite importer des pneus. Enfin, sortir de cette absurdité. Ouais. Très bien. Prochaine question. Dites-nous, la Côte d'Ivoire est-elle surendettée? Une question de Traoré Souleymane. Non, surendettée, je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas surendettée. C'est même pas ça le plus important. Le plus important, c'est la soutenabilité de la dette, pas le fait que la dette... Parce que le surendettement, c'est si la Côte d'Ivoire dépassait le benchmark de 70%, pourtant elle est juste à 48%. Mais notre préoccupation, ce n'est pas le stock de la dette. Notre préoccupation, c'est le service de la dette. Et d'ailleurs, c'est ce qui devrait être la préoccupation quand on regarde l'endettement d'un pays, pas le stock de la dette. Stanislas Zézé, est-ce que vous avez l'impression d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça le rôle d'une agence de notation financière. Nous répondons aux questions, nous donnons notre opinion
notre opinion peut être différente de celle des autorités, peut être différente de celle des investisseurs, mais une agence de notation financière donne une opinion qu'elle soutient. Nous donnons toujours nos opinions que nous soutenons et nous ne changerons pas nos opinions parce que nos opinions sont différentes de celles des autres. Chacun a son opinion, sauf que nous soutenons nos opinions par des chiffres, par des preuves, par une narrative économique. Et non, nous restons sur notre position, nous restons sur ce que nous disons et nous avons, comme on dit en anglais, nous sommes le backup de ce qu'on dit. Stanislas Zézé, dernière question. Si vous deviez résumer le rapport risque pays Côte d'Ivoire que vous avez délivré aujourd'hui en une seule phrase, ce serait quoi? Bien, mais peut mieux faire. Très bien. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous jeudi prochain.